Nous nous retrouvons encore pour un nouveau numéro du débat au féminin. Fidèles auditrices et auditeurs de Top Congo FM, merci d'avoir choisi le magazine de la femme sur la fréquence utile et merci à tous ceux qui vont nous suivre sur FM et tous ceux-là qui vont nous suivre sur la chaîne YouTube de Top Congo FM. C'est toujours un plaisir pour nous de recevoir pour vous ces différentes femmes qui viennent parler pour donner leur point de vue, nous dire ce qu'elles pensent de différents sujets d'actualité et tous ces sujets qui touchent à notre quotidien. Et pour ce jour, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Madame Elodie Ntamuzinda. Elle est activiste de droits de l'homme, experte en élection, paix, sécurité, entrepreneuriat. Avec elle, nous allons parler de la dégradation de la situation sécuritaire à l'est du pays, mais également nous toucherons à l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale, la révision de la Constitution, est-ce que c'est opportun ou pas? Toutes ces questions seront abordées dans cette émission avec elle. Bienvenue dans ce studio, madame. Merci, cher partenaire. Madame Elodie Ntamuzinda, nous allons démarrer avec la situation sécuritaire à l'est du pays. Depuis quelques mois, cette situation ne fait que se dégrader. Et depuis quelques semaines, on assiste au largage des bombes dans la ville de Goma et dans la périphérie. Et il y a quelques jours, une bombe est tombée dans le camp des déplacés de Mugunga, faisant 35 morts et plusieurs blessés. Les victimes qui sont tombées seront d'ailleurs inhumées ce dimanche dans un cimetière spécial sur instruction du chef de l'État. Le cimetière dénommé Génocoste, génocide congolais. C'est pour honorer la mémoire de toutes ces personnes qui sont tombées dans cette guerre d'agression imposée à la République démocratique du Congo. Une importante délégation du gouvernement séjourne à Goma. Des victimes des bombes larguées ont été également comptées à Minova au sud Kivu. Aujourd'hui, quelle doit être la posture du gouvernement congolais? Est-ce qu'on doit continuer dans la diplomatie ou on doit finalement passer à l'offensive? Merci pour la question, cher partenaire. Nous vous appelons toujours le quatrième pouvoir puisque nous savons que c'est vous qui nous aidez à relayer le message sur toute l'étendue de la République et même au-delà de nos frontières. Et nous savons que cela interpelle chacun de nous, peuple congolais, nous peuple congolais, pas seulement les dirigeants, mais aussi les partenaires qui prétendent nous accompagner. Et donc, nous ne pouvons pas nous poser la question sur la posture du gouvernement. Au contraire, nous devons nous poser la question sur ce que nous en pensons, nous tous, comme peuple congolais. Puisque ceux qui sont en train de périr ne sont pas nécessairement sur les dos du gouvernement et ne sont pas nécessairement à leur charge. Il y a lorsque, par exemple, une maman qui porte son bébé sur le dos, et même si on enterrait cette maman dans un cimetière, je ne sais pas dit spécial, ou je ne sais pas où, que ce soit en Europe ou en Asie, mais les bébés là, est-ce que nous nous rendons compte de quelle manière, même si c'est un orphelin, il y a orphelin, il deviendra un orphelin traumatisé toute sa vie. Cela ne va pas dire que lui, peut-être, ne deviendra pas autorité dans notre pays un jour. Avoir une telle autorité, ce sont des autorités comme des Kagame. Lorsque nous apprenons la vie de Kagame, nous comprenons les cœurs des personnes pareilles, des personnalités pareilles, lorsque le traumatisme est ancré, même dans leur mental, dans leur chair. Et c'est ce que nous devons soigner au sein de nos communautés. Ne voyons pas juste ces guerres d'une manière spécifique, d'une manière plutôt superficielle. Et lorsque nous en parlons, parfois on peut croire que c'est avec émotion, mais voyons ce que nous sommes en train de s'aimer. Dans les années, je me rappelle, en 2000, nous parlions toujours, en 1994, nous parlions des bombes à retardement. Lorsqu'il y a eu des réfugiés Hutus qui ont traversé nos frontières. Et les bombes à retardement, là, on en parlait, c'était devenu un slogan. Mais nous avons compris que la même personne, vraiment, n'était pas devenue seulement les bombes, mais des missiles aussi. Et nous avons compris
qu'à partir de là, notre misère a commencé. Et donc, ne prenons pas cette guerre à la légère. Et nous devons chercher tous les mécanismes possibles. Vous parlez de la diplomatie, mais moi, je dois parler de la résolution au sein de nos communautés et résolution des conflits. De quelle manière est-ce que nos parents, nos arrière-grands-parents résolvaient leurs conflits? Est-ce que nous ne pouvons plus continuer à réfléchir à ce que nous pouvons faire autour d'une même table, sous l'arbre et sous les baobabs, comment les villageois réglaient leurs différends? Là, c'était quand c'était des communautés au sein d'un même pays, mais là, c'est une nation qui vient rentrer dans nos frontières. Comment on doit se comporter, nous, communautés? Les nations-là traversent les frontières. Et les frontières-là sont gardées et protégées. Par qui? Par les Congolais. Nous n'allons pas dire que nos frontières étaient quand même protégées par les étrangers. Et donc, nous devons d'abord nous poser la question de savoir comment nos frontières sont protégées, comment nos communautés continuent à se défendre aussi, comment le gouvernement aide ces communautés à rester résistantes plutôt, puisque nous savons de quelle manière est-ce que les communautés résistent. Nous avons connu les Maï-Maï dans le temps. Aujourd'hui, nous parlons de Wazalendo et il y a d'autres formes de résistance. Il y a d'autres groupes multiformes et malheureusement mal encadrés. Et vous savez que lorsque nous parlons de bombes à retardement, nous l'avons parlé en 1994, nous en parlons encore aujourd'hui. Toutes ces armes qui circulent, qui pullulent, et tous ces groupes armés, et tout se déroule sur notre sol. Les sangs coulent sur notre sol, les armes circulent sur notre sol, tout ce qu'il y a comme bombardement, c'est sur notre sol. Et donc, c'est vraiment un centre d'intérêt de tout ce qu'on peut avoir comme société multinationale dans le monde. Donc, nous sommes devenus des cobayes, au fait. Et ce désordre profite... C'est sur nous qu'ils mesurent peut-être la puissance de leur matériel. Et ce désordre profite aux multinationales. Mais c'est un commerce triangulaire très, très, très important qui ne profite pas seulement au peuple congolais, mais qui profite à d'autres pays et à d'autres nations. Et c'est à nous de voir, est-ce que nous allons continuer dans cette farce, puisque nous sommes au finish, l'heure d'un don, et nous sommes en train de croire que le monde nous regarde, mais non, le monde est dans leur business. Et lorsque je parle du monde, ne croyez pas que les résolutions des Nations Unies, les pactes de l'Union africaine, CIRGL et tout, Luanda, on n'oublie pas. C'est ce que nous manquons. Nous avons tous ces textes-là, nous avons tous les sommets des chefs d'État et tout. Mais de quelle manière est-ce que cela est mis en pratique? Est-ce que vous voyez Rwanda réellement être indexé, condamné, sanctionné? Et malgré tout ce qu'il y a comme résolution, le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et donc, lorsque je parle des communautés, donc nous ne devons plus continuer à regarder à travers la fenêtre. Il n'y aura rien qui proviendra de là. Nos enfants, puisque parmi nos enfants, il y a ceux qui sont des rebelles, il y a d'autres qui combattent des rebelles. Tout ça sont des confusions sur notre sol. Pourquoi nous ne pouvons pas chercher à régler d'abord ces confusions, puisque ça profite toujours à l'ennemi. Et l'ennemi continue à en tirer profit. Et face à cette situation qui demeure instable, est-ce que les autorités, comme je le disais, doivent continuer à privilégier cette diplomatie, aller à l'extérieur pour arracher cette condamnation du Rwanda? On a vu plus d'une fois les grandes nations demander au Rwanda de retirer ses troupes du sol congolais, mais rien n'est fait. Et puisque le Rwanda bafoue même ses résolutions, on ne voit aucune sanction qui est prise, on ne voit aucune décision forte. Au contraire, on continue de financer le Rwanda. Au contraire, on voit le Royaume-Uni aujourd'hui qui décide d'envoyer les réfugiés, les immigrés, irréguliers sur son sol vers le Rwanda, un pays qui n'a pas de l'espace pour recueillir ces personnes. Et derrière ça, il y a des financements qui seront certainement donnés. Est-ce que cela ne cache pas le jeu même de cette communauté internationale qui joue à un double jeu face à cette situation de guerre à l'est de la République démocratique du Congo où des vies sont perdues, mais c'est comme si ces personnes meurent pour rien finalement, où leur vie ne représente rien? Mais je ne sais pas de quelle manière est-ce que nous analysons notre situation.
puisque nous savons qu'il y a eu des contrats qui ont été signés autour des minéraux d'abord, entre l'Union européenne et le Rwanda. Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas penser aussi à la main-d'œuvre? Tous ceux qui vont venir, peut-être, ils vont travailler aussi dans leurs usines. Peut-être, ils vont commencer à être utilisés sur les sols congolais. Puisqu'il y a tous ces intérêts. Et ce n'est pas seulement l'Union européenne. Toutes les usines de fabrication des ordinateurs, des téléphones, iPhone et autres, ce n'est pas seulement iPhone. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui nous parlons seulement des iPhones. Tous les téléphones, tous les portables, toutes les armes, oui, c'est avec les minéraux stratégiques, dont les minéraux de la RDC, puisque c'est la RDC qui en est un premier producteur. Mais lorsque ces produits, là où nous avons des zones de conflit, on les appelle des minéraux de sang. Mais lorsque ces minéraux traversent, ils deviennent des minéraux purifiés. Et donc, si nous faisons maintenant les liens entre tout ce qu'il y a comme contrat qui est en train d'être signé, protocole et autres, que ce soit pour les réfugiés ou pour l'extraction des minéraux, ou je ne sais pas comment est-ce qu'ils peuvent les appeler, mais sachant que tout est lié. Tout est lié et c'est leur business au plus haut niveau. Et c'est question vraiment des grands enjeux, des grands intérêts. Et lorsqu'on parle même des voitures électriques, pour le moment, on est en train de vouloir faire disparaître sur les marchés les voitures que nous utilisons aujourd'hui avec le gasoil et autres. Et on voit le lithium congolais. Voilà. Tout c'est au Congo, tout c'est sur les sols congolais. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, puisque nous rappelons que les enjeux du Japon, Hiroshima, Nagasaki, c'est toujours l'uranium qui a été tiré au Congo. Donc avec un tel pays, avec un tel sol, avec de tels enjeux économiques, et quel est notre comportement? Quelle est notre attitude? Nous sommes distraits. Nous sommes ailleurs dans des divisions, nous sommes en train de nous bagarrer autour des postes. Regardez, aujourd'hui, nous n'avons pas de gouvernement. Nous n'avons pas de bureau de l'Assemblée nationale et autres. Est-ce que vous croyez que c'est ce que nous devrions adopter comme attitude avec tout ce que nous avons comme problème? Notre contexte nécessiterait vraiment des Congolais réfléchis et puis peut-être d'autres vertus et facultés, c'est que nous manquons. Et pourquoi est-ce que j'ai parlé des communautés? Vous comprenez que nous parlons du peuple congolais qui doit être avisé, qui doit se remettre en question. Et ne voyons pas seulement les problèmes, les divisions au niveau des politiques, politiciennes ou je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, nous pouvons croire que tel ou tel autre politicien soit en conflit. Mais demain, ils peuvent s'entendre. Nous l'avons déjà vu. Ils peuvent s'entendre. Donc, au lieu d'attendre à ceux qui s'entendent 10 ans après, pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas les rappeler, les interpeller, puisque nous savons que les conséquences pèsent sur nous tous, les interpeller aujourd'hui, qui s'entendent aujourd'hui, au lieu d'attendre demain, puisque le problème est grave. Ils doivent comprendre la gravité de ces problèmes, l'ampleur, que ce soit les politiciens de gauche ou de droite, que ce soit la société civile, que ce soit les églises, ou d'autres parties prenantes. Et là, je vois nos communautés congolaises. C'est pour cela que j'ai dit, le problème peut être traité à chaque niveau, au cas par cas. Nous pouvons nous questionner sur ce qu'il y a comme responsabilité au niveau du Rwanda et d'autres pays agresseurs, les rebelles qui sont avec les Rwandais, les rebelles congolais. Nous pouvons nous poser la question aussi sur la capacité du gouvernement, des communautés, des églises et tout. Et là, nous n'allons pas commencer par les autres. Commençons d'abord par notre propre responsabilité. Du moment où nous sommes en train de parler des autres, les autres parlent de nous, ça devient un cercle vicieux. Arrangeons d'abord ce qui est à l'interne et ensemble, nous allons combattre ce qui est à l'extérieur. Sinon, nous allons tout léguer comme problème aux enfants. Est-ce que les communautés congolaises prennent elles-mêmes au sérieux à vous entendre parler? C'est comme si elles ne sont pas très, très conscientes de ce qui se passe. On se limite à crier « le Rwanda nous agresse », le Rwanda, mais qu'est-ce que la communauté, les différentes communautés congolaises doivent faire aujourd'hui pour se lever? Parce qu'on a vu à un moment, il y a eu quelques manifestations et puis c'est comme si les gens se sont essoufflés.
On avait vu au mois de mars, des gens se lever comme ça dans la diaspora et ici et après, c'est comme si ça s'est estompé, on ne voit plus. Est-ce qu'on doit maintenir la pression, même au niveau de la population? On l'a vu à l'époque de Kunda Batouar et Moutebou, si les gens s'étaient levés, les étudiants ont organisé des marches et puis au bout de quelques jours, c'était fini. Est-ce qu'on doit encore se remettre en question, se lever et multiplier des marches pour que l'on sente que finalement, ces Congolais se sentent touchés par ce qui se passe à l'est de leur pays? Nous devons nous concentrer sur les problèmes et cesser de nous éparpiller sur ce qui ne règle pas notre problème. Ce qui ne règle pas notre problème, ce sont les conflits politiques, puisque du moment où les politiques se battent à l'interne, à l'externe, ce sont les ennemis qui tirent toujours les ficelles. Et d'ailleurs, eux disent, bon, voici, ils continuent à alimenter leurs arguments. Ils vont dire, bon, c'est ça le peuple congolais dont vous êtes en train de parler. Et cela nous fait une mauvaise campagne. Et donc, même si nous pouvons nous lever, nous pouvons faire des marches, mais entre-temps, nous avons des divisions. Même en pleine marche, il y a les Congolais qui s'insultent entre eux. D'ailleurs, toi, tu es Rwandais. D'ailleurs, toi, tu es je ne sais pas quoi. Comme qui dirait que le Congo, avec 2 345 000 kilomètres, donc les Rwandais pouvaient contenir le peuple congolais qui est sur le territoire de 2 345 kilomètres. Les Rwandais qui n'ont même pas la capacité d'un de nos territoires. Vous comprenez que nous tous, nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Nous ne savons pas ce que nous voulons. Vous voyez même dans des groupes qu'on appelle les réseaux sociaux tout, les gens sont en train de s'insulter d'une manière incroyable. Et d'ailleurs, toi, tu n'es pas congolais. Tu es congolais. On soupçonne tout le monde d'être de connivence avec le Rwanda. Maintenant, si tout le monde peut devenir rwandais, donc les Rwandais là, ça prend carrément Est-ce que nous sommes en train de donner au Rwanda la puissance qu'il n'a pas? C'est nous qui sommes en train de rendre le Rwanda fort. Même les Rwandais s'étonnent. Les Rwandais, tellement ils ont peur des Congolais, ils disent mais ces grands pays, ces grands peuples, et puis qui ne veulent pas que leur pays se divise. Mais entre-temps, nous disons que les pays ne se divisent pas. Mais nous-mêmes, nous nous divisons. Mais c'est paradoxal. Et nous parlons d'une chose et son contraire. Et les Rwandais n'ont pas toute cette force que nous sommes en train de lui donner. Parfois, on peut vous dire qu'il y a 300 éléments ou 300 hommes du Rwanda sur le peuple et sur les sols congolais. Et nous allons poser la question, quel est notre nombre? Le problème, c'est d'abord dans notre tête, est-ce que nous avons la détermination d'en finir? Est-ce que nous avons la détermination de nous unir, de mettre de côté ce qui nous divise et de faire le centre d'intérêt, ce qui nous unit? Nous ne sommes pas prêts avec tout ça. Et à supposer que nous ayons quelqu'un comme Obama. Obama qui a été président de la République aux États-Unis. Est-ce que nous allons dire qu'ici, c'est ce que nous pouvons prendre comme problème? Les Américains peuvent dire nous avons des problèmes puisqu'il y a eu Obama qui est étranger, qui je ne sais pas quoi. Qui est un père kényan. Il y a de ces Congolais, des souches, comme on les appelait d'une manière péjorative, des pères et des mères, qui ne font pas assez pour sur le sol congolais. Mais vous voyez d'autres nationalités, d'autres, je ne sais pas, expatriés même, qui travaillent plus que nous-mêmes Congolais. Moi, je suis incapable de me rendre dans un coin de notre pays, dans un village, pour faire les bilangues. Mais vous allez voir un expatrié qui vient, qui regarde, qui dit, mais le Dieu a tout donné à ces peuples. Et il sera dans une brousse, dans une forêt, il commence à cultiver. Mais on le voit avec tous ces expatriés qui arrivent, ils partent de zéro pour devenir des millionnaires ici. Mais nous allons dire, non, si ce n'est pas les boulevards, en tout cas, je n'y vais pas. Je ne vais pas vivre la réalité de nos territoires, de nos villages. Et nous ne sommes pas patriotiques, au fait. Et il y a trop à dire. Je sais que votre temps est limité. Et puisqu'on parle de cette guerre qui tourne autour de l'économie, la cité minière de Roubaïa, on le sait, tout s'est passé sous le contrôle des rebelles. Est-ce que l'armée n'a pas su protéger cette cité stratégique? Et vendredi, encore dans nos éditions, il y a le député Bindoulé qui dénonçait que juste dans cette espace, les quelques jours d'occupation par les rebelles, une grande quantité de minerais a été exploitée, prêt à être acheminé au Rwanda. Est-ce qu'aujourd'hui l'armée doit se lever pour aller récupérer cette zone stratégique qui va servir finalement à
financer davantage cette guerre? Bon, l'État, c'est les dirigés et les dirigeants. L'État, c'est cette armée, la police, toutes les institutions, c'est ce qui forme l'État. Ça doit être un tout cohérent. Ça doit être un système où je peux dire, tous les départements sont interconnectés. L'armée, à elle seule, ne peut pas tout faire. Le gouvernement, à lui-même, ne peut pas tout faire. Nous disons que le système est là, nous y sommes, nous tous, et nous devons savoir que chacun doit jouer son rôle. Et si nous croyons que c'est seule l'armée qui ne joue pas son rôle, nous allons poser la question, qui dote l'armée du budget? Est-ce que c'est assez? Si ce n'est pas assez, cet argent est mobilisé à partir d'où? C'est chaque citoyen. Et quand on parle également des détournements au sein même... C'est chaque citoyen. Maintenant, lorsqu'il y a des citoyens ou des personnalités qui s'autorisent de détourner des millions, des centaines de millions de dollars dans un pays, et nous croyons que ça va parachuter où? L'armée aura des problèmes, puisqu'il y aura des engrenages, il y aura des blocages. À un certain moment, nous avons besoin d'argent. Nous ne savons pas d'abord mobiliser, et le peu qu'on mobilise est mal géré puisque c'est détourné. Le chef de l'État lui-même l'avait dit, l'avait décrié. Et vous comprenez la responsabilité des uns et des autres. Entre-temps, nous n'allons pas dire que les dirigeants d'hier, ce sont là qui sont là aujourd'hui ou d'avant-hier. Et donc, les figures sont en train quand même de défiler là-bas et vous trouvez que les mêmes problèmes perdurent demain. C'est au sein de nos communautés qu'il y a un problème. C'est au sein de notre mentalité. Et c'est là où nous devons vraiment travailler sur notre manière de percevoir la gestion de la chose publique, la gestion de l'État. Et lorsque nous gérons, nous ne posons pas la question sur les lendemains. Mais nous devons bien hériter ce que les autres nous ont légué. Et nous aussi, nous allons léguer à nos générations futures. Et de génération en génération, nous devons continuer à améliorer et non détériorer, détruire ou démolir. Et c'est comme ça que la destruction nous caractérise, puisque nous ne nous posons pas la question de savoir qu'est-ce que nous avons hérité, comment nous l'avons géré, est-ce que nous pouvons améliorer pour que les autres l'héritent un jour, ainsi de suite. Et donc, si nous continuons comme ça, je suis désolée, nos enfants n'hériteront rien. Et qu'est-ce que la communauté internationale qui soutient le Rwanda peut aujourd'hui l'emmener à fléchir et à appliquer toutes ces résolutions? Nous avons une pile de résolutions prises, mais que le Rwanda n'applique pas. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que le Rwanda fléchisse? Bon, si le Rwanda n'applique pas les résolutions, déjà le Rwanda serait à condamner. Mais qui condamne le Rwanda? Puisque les résolutions des Nations Unies, les Nations Unies elles-mêmes ne les respectent pas. Nos propres textes, nous, peuple congolais, est-ce que nous allons dire que nous respectons notre Constitution? Nous allons voir que la Constitution n'est pas mise en pratique. Nos lois du pays. Et donc, si il y a des résolutions déjà des Nations Unies, que les Nations Unies elles-mêmes n'appliquent pas, ne le fait pas appliquer. Ne le fait pas appliquer, donc ce ne sont pas des résolutions contraignantes. Et ne nous focalisons pas sur ce qui nous vient de l'extérieur, comme j'ai dit. Parce qu'on se limite à dire que le Rwanda retire ses troupes et on se limite là. Ça devient générique. Mais si nous-mêmes, nous pouvons faire respecter nos textes, nous allons comprendre que nous avons l'intégrité territoriale à défendre. Et nous devons les défendre contre vents et marées. Mais pas seulement les militaires. Puisque ces militaires proviennent de nos communautés, leurs femmes, leurs enfants vivent les mêmes problèmes que nous. Et vous croyez que ces militaires vont continuer à mourir tous les jours, tout en sachant que leurs familles vivent dans des conditions que nous connaissons. Et ces conditions-là, c'est entre les mains de qui? Nous allons parler de l'État. Et en parlant de l'État, nous voyons le chef de l'État. Le chef de l'État est garant. Nous n'en disconvenons pas. Il est garant des bons fonctionnements des institutions. Mais il faut que ces institutions soient constituées, soient composées des leaders, des animateurs, de l'élite qui comprennent que ce n'est pas le chef de l'État qui va tout faire. Chacun à son niveau. Nous avons des ministères. Il faut d'abord, est-ce que les ministères sont évalués? Et après le mandat de chaque ministre, est-ce qu'il y a le baromètre pour dire, voilà, ou bien un cahier de bord, il devrait faire ceci, il devrait faire cela, voilà ce qu'il a fait. Et voilà ce qui reste à faire. Ce qui n'a pas été fait, ce qui reste à faire. Oui, à la limite,
il y aura juste quelques fadres sur la table et puis passation, je ne sais pas, du pouvoir, mais remise des reprises. Dans ces fardes mais c'est lui qui va remplacer, va dire je n'ai rien trouvé. Quelqu'un d'autre, je n'ai rien trouvé. Est-ce que c'est des fardes vides qu'on se passe? C'est la complaisance, puisque et même le ministère qui a bien travaillé, en tout cas l'autre ministre qui va le remplacer, le successeur, aura toujours tendance à repartir à zéro. Et aura toujours tendance à critiquer et à dire qu'il n'a rien trouvé. Donc, ce n'est pas notre culture. Oui, que je dise aussi d'autres vérités qui me rongent personnellement comme citoyenne congolaise, mis à part d'autres casquettes que je peux avoir, puisque moi, je n'ai jamais voulu marcher sur le pouvoir ou sur le plate-bande des autorités. Je sais que tout pouvoir vient de Dieu, toute autorité vient de Dieu, mais c'est aux dirigeants de pouvoir bien exercer cette autorité pour aussi rendre cette gloire à Dieu qui donne cette autorité. Mais moi, je me dis, nous avons eu la première passation pacifique, ce que nous avons appelé l'alternance pacifique en 2018. En janvier 2019. Je vous assure que le monde entier était émerveillé. Mais les jaloux n'ont pas été contents. Et juste après cela, le chef de l'État a commencé à avoir des pressions extérieures. Pourquoi vous pouvez laisser ce type qui s'appelle, je ne sais pas qui c'est, on ne l'appelle plus président honoraire, on lui flaque tous les noms des oiseaux. C'est pour dire que le chef de l'État actuel peut avoir aussi peur. Il va dire, donc demain ou après-demain, ça sera mon sort. Et là, il va commencer à trouver des voies et moyens pour rester là où il est, puisqu'il sait ce qu'il attend. Et cela ne doit pas être le cas. Du moment où nous avons de telles passations, c'est à nous de les valoriser. C'est à nous d'instruire, d'instituer les mesures d'accompagnement et d'application. Il en est de même au niveau des ministères et dans tous les services. Donc, c'est cette culture qui nous suit, qui nous pourchasse. Et voilà que nous n'avons pas la culture de collaborer, de continuer, de consolider les acquis. Ce que l'autre a fait devient mauvais. D'ailleurs, l'autre n'avait rien fait. Bon, lorsque j'apprends à 18 ans, il n'a rien fait. Demain, on va dire 10 ans. Félix, on commence il n'a rien fait. 32 ans, n'a rien fait. 21 ans, n'a rien fait. Et on continue, n'a rien fait, rien fait. Finalement, on n'a rien fait. On nous place dans un contexte juste de division perpétuelle, de négation, d'insultes. Donc, vous comprenez que ce n'est pas ça ce que nous pouvons vivre. Même Paris n'était pas construit en un seul jour. Et les États-Unis, même. Et ce comportement nous fragilise. Ça nous fragilise énormément. Nous devons commencer à dire qu'est-ce que nous gagnons en nous divisant, qu'est-ce que nous perdons. Et cela peut-être peut nous interpeller. Et à chaque étape, voir ce que nous avons déjà fait, ce qui n'est pas encore fait, nous l'améliorons et nous continuons au lieu de commencer à faire la table rase à tout moment. Le gouvernement sera bientôt formé et mis en place. On a quand même constaté ce retard. On se pose la question de savoir si ce retard a une incidence sur même la gestion de ce conflit à l'est du pays. Vous avez déjà décrié ce comportement que nous constatons dans le chef de nos dirigeants, ceux-là qui viennent aux affaires, quand ils commencent, c'est commencer par critiquer et refuter tout ce que le précédent a fait. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes-là qui seront désignées comme membres du gouvernement, dans le prochain gouvernement qui arrive, certes avec un grand retard? Qu'est-ce que vous diriez à ceux-là qui seront désignés comme membres du gouvernement? Quels doivent être leur état d'esprit en entrant en fonction et quelles doivent être leurs priorités une fois aux affaires? D'abord, moi, je me pose la question de savoir de quelle manière est-ce que les animateurs des différentes institutions sont désignés. Est-ce que c'est par expérience? Est-ce que c'est sur base de leur expertise? Ou bien ce sont des noms qui parachutent sur la table du chef qui doit signer les ordonnances, tout simplement puisqu'il y a un clientélisme quelque part. Si c'est par clientélisme, sachons que nous sommes en train d'enterrer notre pays.
Mais si c'est par expertise, que ce soit vraiment l'expertise selon les attributions des uns et des autres. Vous ne pouvez pas prendre un médecin dans un hôpital, directement vous lui dites, c'est vous qui gérez le ministère de l'urbanisme, un médecin. Donc, il entre là-bas. Lui, tout ce qu'il a en tête, ce sont ses seringues, les bistouris, les comprimés et tout. Directement, il parachute sur un terrain purement technique et il commence à apprendre là-bas. Le temps qu'il est en train d'apprendre, lorsqu'il sera à même d'appréhender ses attributions, c'est la fin du mandat. Et on continue à naviguer à vie. Tout ce que nous pouvons faire, c'est de cesser d'être complaisants. Et là, je m'adresse vraiment aux chefs des partis politiques. Le président de la République n'est pas un magicien. Pour connaître tous les noms qu'on lui apporte, et on va commencer à faire l'enquête. On mène l'enquête pendant combien de temps pour comprendre qui est qui. Et donc, les chefs des partis politiques, si vous aimez encore ces pays, cessez d'être complaisants, s'il vous plaît. Et nous, les acteurs de la société civile, nous avons vraiment brillé dans notre observance. Nous sommes devenus des observateurs passifs. Comment la société civile ne fait plus les contrôles citoyens? Parce qu'elle est devenue politisée aussi. Hein. La société civile, je suis désolée, les églises, nous sommes en train de nous ranger juste pour faire plaisir aux uns et aux autres, au lieu de dire la vérité pour aider nos dirigeants. Ces dirigeants sont nos enfants, ce sont nos maris. Et ce qu'ils font, c'est pour nous qu'ils le font. S'ils ne le font pas bien, on les critique, même si on les critique positivement, puisque la critique constructive existe aussi. On peut les critiquer positivement ou négativement, mais l'essentiel, c'est de savoir les résultats. Quel est le résultat? Puisqu'il ne suffit pas de dire « Elodie, tu as dit ceci, donc tu n'aimes pas le chef de l'État ». Comment je peux ne pas aimer l'autorité établie par Dieu? Puisque toute autorité vient de Dieu. Mais si, par exemple, je trouve que mon père, au sein de ma famille, qui est mon papa, qui m'a nourri, qui m'a scolarisé, fait quelque chose qui ne cadre pas avec l'intérêt de notre famille. Lui parler papa, ça c'est pas bon, donc je ne l'aime plus. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de croire qu'aimer le chef de l'État, c'est lui faire des flatteries? Et donc, ce sont ces flatteurs qui sont en train d'induire les chefs en erreur. Ce sont ces flatteurs qui induisent les chefs des partis politiques en erreur, les chefs des gouvernements, les chefs des églises, les chefs des associations, les communautés, et même les coordonnateurs des sociétés civiles. Même les coordonnateurs de la société civile. Lorsque je parle de la responsabilité partagée, madame, je ne suis pas complaisante. Je me vois aussi moi-même. Je dois me poser la question de savoir est-ce que moi-même j'ai joué mon rôle comme il le fallait. Puisque je ne peux pas venir ici critiquer les autorités si je ne donne pas de propositions. Je ne peux pas critiquer les églises si je ne donne pas de propositions. Je suis l'une de ces citoyennes congolaises et des citoyennes de ces pays. Et donc, les pays nous appartiennent tous et nous devons savoir comment accompagner ceux qui dirigent. Le bureau de l'Assemblée nationale, le bureau définitif sera installé ce samedi 18, le samedi 18 mai prochain. Et le retard pris pour installer ce bureau a peut-être retardé la formation du gouvernement parce qu'on ne peut pas avoir un gouvernement sans l'Assemblée nationale prête à l'installer. Nous sommes dans la période où on est en train de prendre les candidatures et avant l'élection. Quel doit être le profil de ceux qui doivent travailler avec M. Vital Kamerhe qui avait remporté les élections au niveau des primaires pour être président de l'Assemblée provinciale? Quel doit être le profil de ces collaborateurs pour que nous puissions avoir une Assemblée nationale avec un bureau efficace? Oui, poser d'abord la question sur la personne de Kamerhe, pour le moment, je crois que c'est précoce. Plus ses collaborateurs, hein, parce que lui, on sait qu'il est déjà le candidat unique de l'Union sacrée. Il a des fortes chances de passer président. Oui. Maintenant, ceux-là qui doivent travailler avec lui pour constituer un bureau fort,
un bureau qui pourra bien faire son travail, bien conduire les députés, bien mener les contrôles parlementaires, bien contrôler l'exécutif. Comment doivent être choisis même ces personnes, ces prochains collaborateurs du président? Oui, de la même manière dont nous parlons de nos entités, même territoriales décentralisées, où les animateurs doivent être ceux qui vraiment méritent être à ces places-là, ceux qui doivent travailler réellement pour leurs entités. Nous le disons aussi pour les membres du gouvernement, nous le disons pour les membres du bureau, les membres des bureaux des deux chambres. Oui, oui. Et même dans les entreprises publiques, si nous cessons avec la complaisance d'engager dans tous les sens. Et je n'ai pas parlé des non-intellectuels, puisque au Congo, nous pouvons dire que tout le monde est intellectuel. Mais nous pouvons dire que quand même, les backgrounds des uns et des autres rencontrent les postes qu'ils occupent. Il y a d'autres qui peuvent être des polyglottes, moi je ne refuse pas. Il y a d'autres qui sont des polyvalents. Il y a d'autres qui peuvent s'adapter dans tous les contextes. Mais il y en a combien? C'est pas pour rien qu'on se spécialise dans tel ou tel autre domaine. Alors, si réellement nous savons que les Congolais sont intellectuels, donc il y a possibilité aussi de choisir parmi ces intellectuels qui peut faire quoi. Et par là, nous n'aurons pas de problème avec le choix. Mais le problème que nous avons souvent, c'est le manque de confiance. Souvent, on parle de la loyauté en RDC. Est-ce que réellement, nous pouvons prendre la loyauté comme critère lorsqu'on doit engager quelqu'un? Vous dites, non, Madame Mélodie peut travailler ici dans notre studio. Mais Madame Mélodie est de la société civile, elle va nous créer des problèmes. Peut-être elle ne sera pas loyale. Mais moi, je viens faire mon travail. Je regarde mon champ d'action. Et il y a un organigramme bien défini. J'ai aussi des principes à observer. Pourquoi on commence à me parler de loyauté vis-à-vis des, je ne sais pas, de votre manière de voir les choses? Donc ça, c'est sentimental. C'est sentimental. Et à un certain moment, on dit non, les gens de la population de tel coin, de tel axe du pays se comporte de cette manière. Si vous voulez travailler, ne travaillez pas avec les gens qui viennent du centre, qui viennent de l'ouest, qui viennent de l'est, qui viennent du sud. Vous comprenez tout ça? Et nous disons que le peuple congolais, c'est un peuple uni. Le Congo est indivisible. Et donc, nous sommes en train de nous fragiliser à chaque étape. Et c'est comme ça que même les choix de nos dirigeants commencent à être teintés par toutes ces considérations. Ça prend tellement du temps. Ça prend du temps puisque nous sommes des humains, avec nos sentiments, nos émotions, nos façons de voir. C'est à tout moment qu'il y a quelqu'un qui parle à l'oreille du chef. Et pourtant, celui qui parle là, ce n'est pas un ange. Il faut bien observer tous ceux qui chuchotent aux oreilles des chefs. Vous allez trouver que ce sont des personnes qui n'organisent même pas leur vie. Mais ils sont là pour tromper les chefs. On va dire, Mami Tchela, oui, mais. Mais. Elodie, oui, mais. Et attention, vous connaissez le parcours d'Elodie? Certes qu'il s'est battu pour la RDC. Mais. Oui, elle a été la présidente de la société civile du Sud Kivu pendant la période la plus difficile. Elle a été l'unique femme à être élue jusqu'à il y a de cela un mois, puisqu'il y a un mois qu'on a eu la deuxième femme à cette position. Et donc, c'était toujours des hommes. Nous comprenons qu'elle s'est battue avec des rebelles et tout ça. Mais attention, c'était à l'époque de Kabila. Donc, elle doit être kabiliste. Est-ce que vous comprenez comment est-ce que nous sommes en train de glisser? Et d'écarter même des compétences. On écarte des compétences. Moi, je ne parle pas de moi comme Mélodie. Non, c'est un exemple. Mais entre-temps, il y a d'autres qui peuvent te dire, toi, dans ton combat, tu parles toujours de la réconciliation, de la pacification du pays, des partis, des zones en conflit et tout. Est-ce que tu n'es pas en train de plaider la situation ou bien tu ne plaides pas le cas des rebelles? Vous voyez de quelle manière est-ce que nous sommes en train de nous tirer vers le bas? La réconciliation,
la résolution pacifique des conflits, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est mon combat d'il y a de cela des années avant même que je ne sois présidente de la société civile du Sud Kivu. Même au niveau des réseaux des femmes au Sud Kivu, il y avait des problèmes énormes. Mais Dieu a fait que ma modeste personne gère la composante femme de la société civile pendant un temps, puisque avant d'être présidente de la société civile du Sud Kivu, j'ai été d'abord représentante des femmes de la province du Sud Kivu. En représentant ces femmes, il n'y a plus eu de guéguerre. Ce n'est pas de dire que j'étais... Allez-y. C'est pas de dire que j'étais spéciale plus que toutes ces femmes-là, mais c'était une manière de voir comment nous pouvons collaborer ensemble, comment nous pouvons mettre ensemble nos faiblesses et les transformer en force, comment nous pouvons prendre toutes ces menaces qui pèsent sur nous et nous les transformons en opportunités. Bref, tout ce que nous pouvons dire, nous devons cesser de nous auto-flageller et de voir ce que nous incarnons comme valeurs. Nous exploitons ces valeurs, nous mettons des sentiments de côté et n'essayons pas de continuer à nous diaboliser puisque ça sera jusqu'au niveau de nos familles. Nous commençons au niveau national, mais ça va chuter, que nous le voulions ou pas, au niveau de nos familles, puisque c'est une culture, c'est une mentalité que nous sommes en train de développer et c'est bien alimenté. Alors, on nous fait signe qu'on doit commencer à chuter. Beaucoup reste à dire. Aujourd'hui, on a des personnes élues à tous les niveaux. Ouais. Sénateurs, député national, député provincial, même gouverneur de province. Et ça a choqué beaucoup de gens, même si les gens n'arrivent pas à le... Certains ont eu le courage de le dire tout haut, de le dénoncer, et d'autres pas. Et il y en a qui estiment qu'il faudrait qu'on en arrive quand même à limiter le nombre de mandats de certaines personnes qui sont à l'Assemblée nationale depuis que l'Assemblée nationale existe. Il y en a d'autres qui ont toujours eu ces habitudes d'être élus à plus d'un poste. Et est-ce que vous pensez que ces personnes-là ont raison de penser qu'il faudra limiter les mandats et corriger définitivement je ne sais pas comment on va appeler ça, mais cette histoire d'avoir ces membres de famille comme suppléants à tous les niveaux? Parce qu'on sait bien que ceux-là qui sont élus à 4 niveaux laisseront leurs suppléants et ne choisiront qu'un seul mandat à exercer. Comment on doit corriger cela? Rapidement, avant qu'on parle de révision constitution. Oui, nous pouvons parler, ça marche des pairs. Ça marche des pairs parce qu'on parle également de la Constitution qui doit être révisée. C'est toujours un cadre légal. C'est toujours un cadre légal. Normalement, nous devons partir du système. Que ce soit le système au niveau du processus électoral, le système au niveau de la gouvernance, le système même au niveau de la manière dont nous appréhendons notre Constitution, puisque nous ne pouvons pas séparer la Constitution à d'autres lois. La Constitution, c'est la loi des lois, et c'est à partir de la Constitution que nous avons d'autres lois, et d'autres lois nous donnent des mesures d'application. Des mesures d'application, nous chutons sur les actions que nous devons mener et qui doivent être contrôlées de toutes les façons qui sont menées par l'exécutif, mais qui doivent être contrôlées par le Parlement. Lorsque le Parlement ne les fait pas, nous devons les dénoncer. Nous, comme société civile, et j'ai condamné aussi l'observance de la société civile, et qui est devenue presque la société civile observatrice, passive. Et là, il doit y avoir le contrôle citoyen. Mais lorsque nous constatons que dans les textes, il y a des passages à corriger, c'est là où nous passons par les réformes. Et lorsque nous faisons des réformes, nous devons savoir quoi réformer. Les réformes ne doivent pas précéder l'évaluation. Aujourd'hui, si on parle de la réforme dans tel ou tel autre axe, nous devons d'abord savoir est-ce qu'il y a eu projet, est-ce qu'il y a eu proposition de loi, est-ce qu'il y a eu là où nous avons fustigé telle ou telle autre manière de faire. Ça c'est dit, ce qu'on appelle clameur publique. Mais est-ce que nous pouvons changer directement notre cadre légal sur base de clameurs publiques? Nous devons avoir l'évaluation et cette évaluation doit être faite sans complaisance. Et c'est à partir de l'évaluation qu'il y a des propositions, des réformes et c'est là où il y a des propositions de loi.
Que ce soit pour la Constitution, pour la loi électorale et pour toutes les Maintenant, autres lois. en ce qui concerne la Constitution, c'est différent, puisque c'est la loi des lois. Lorsque, par exemple, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a un problème au niveau de l'élection des gouverneurs et des sénateurs. La CENI, en son temps, c'était en 2014. Je rappelle que vous êtes ancien membre de la CENI. Oui, je ne me présente pas assez avec d'autres casquettes, puisque là, je suis juste comme mon mouvement activiste des droits des femmes. Mais si je parle aussi d'autres casquettes, je peux entrer dans des considérations individuelles. Et ce que je n'aime pas, je peux parler aussi de l'expertise des uns et des autres. Je ne viens pas ici pour faire ma publicité. Mais en 2014, nous avions proposé à ce qu'il y ait révision de certains articles de la Constitution. Et il y avait eu la feuille de route que nous avons mise sur pied. Cette feuille de route a été rejetée carrément. Par qui? Par les citoyens congolais, certains qui disaient que c'était... Ils s'opposaient. Moi, j'ai compris qu'ils ne s'opposaient pas contre les antivaleurs, mais ils s'opposaient contre le régime. Et ce qui n'est pas bon. Nous devons avoir les opposants qui s'opposent contre les antivaleurs et qui proposent ce qui peut aider à aller de l'avant, puisqu'en rejetant, ce n'était pas seulement l'UDPS. Il y avait l'UDPS, il y avait SID et il y avait d'autres partis d'opposition. Entre-temps, il y avait d'autres acteurs de la société civile que nous sommes aussi qui tiraient les ficelles. Et même au sein de la majorité présidentielle, il y avait d'autres qui n'étaient pas pour que cela se fasse. Et parfois, on dit non, c'est l'opposition qui a refusé. Non. Et même ceux qui étaient de la majorité, il y a ceux qui refusaient. Pourquoi ils ont refusé? Ils n'avaient pas compris. Et aujourd'hui, nous y revenons. Et l'abbé Malouma, paix à son âme, il avait dit, si vous ne révisez pas ces articles de la Constitution, tels que nous voyons la mentalité congolaise, cette situation sera gangrénée et on va arriver au niveau où nous serons contre les murs et voilà, nous y sommes aujourd'hui. Donc, en parlant de la Constitution, il y a certains articles, par exemple, si les gouverneurs peuvent commencer à être élus à l'élection directe, que ça cesse d'être indirect, ou bien le Sénat. Nous avions dit que cette manière d'enfermer les députés dans une petite chambre qui décident eux-mêmes que l'argent commence à circuler, les enveloppes, ce n'est pas la bonne manière de choisir les dirigeants. Mais lorsque la population elle-même s'est choisie, mais il faut aussi savoir comment est-ce que cela s'est fait, puisque même en ce qui concerne la CENI, lorsqu'il y a à corriger, il ne faut pas hésiter de demander à la CENI de corriger, puisque ce qui s'est fait ne nous honore pas. Donc, il faut que cela se fasse à tous les niveaux. Je sais que vous allez nous avons beaucoup à parler, mais il y a certains articles de la Constitution qui sont intangibles. Mais cela doit être évalué d'abord, que ce soit pour la loi, que ce soit pour certains articles de la Constitution tels que je viens de le dire. Nous ne disons pas que les lois qui ont été faites par les hommes ne peuvent pas être modifiées. La Constitution, c'est la loi puisque c'est la loi des lois. Mais quels sont les articles? Et puis, pour quel résultat? Ça doit être connu d'avance, puisque ceux qui ont peur croient qu'on peut avoir une longue main, un long bras, qui peut peut-être aller au-delà de ce qui doit être réformé. Madame Elodie Tamuzinda, merci d'avoir été là. Beaucoup de choses à dire. On espère vous avoir prochainement dans ce studio avec le même plaisir. Je vous rappelle que vous êtes activiste de droits de l'homme, experte en questions électorales, de paix, de sécurité en entrepreneuriat. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à Patrick Mungongo qui a assuré la prise de vue. John Condé était du côté son. Merci à Miguel Mena qui a tout coordonné. N'oubliez pas, le rendez-vous, c'est tous les samedis après le journal de 13h. La rediffusion, c'est dimanche après le journal de 19h. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine avec le même plaisir, si Dieu nous prête vie. Restez branchés au programme du Top Congo FM. Au revoir.